potable, est-ce qu'elle est vraiment sans aucun danger? Oui, et c'est une excellente question. On s'attend à un oui massif, évident. Mais la réalité est bien plus complexe. C'est ça. En fait, la vraie question derrière tout ça, c'est celle de la confiance. Une confiance qu'on accorde, un peu aveuglément parfois, à tout un système de normes, de traitement. Un système invisible. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, c'est un peu de démonter cette mécanique, de comprendre ce que l'étiquette eau potable garantit vraiment. Parfait. Alors, allons-y. Décortiquons ça ensemble. Concrètement, qu'est-ce qui fait qu'une eau est déclarée propre à la consommation? Sur quoi ça repose? Alors, le principe de base, la pierre angulaire de tout, c'est qu'une eau potable ne doit présenter aucun risque pour la santé. Aucun risque. Voilà. Et pour que ce soit concret, les autorités comme l'OMS ou l'Union européenne ont défini des dizaines de critères très stricts. Mais attention, ce ne sont pas des objectifs de pureté absolue. Ah, ce sont des limites. C'est là que ça devient intéressant en fait. Tout à fait. Ça veut dire qu'on tolère la présence de certaines choses tant que ça reste sous un certain seuil. Et la première catégorie de choses qu'on surveille, c'est, je crois, la plus évidente, celle qui fait le plus peur, évidemment, les microbes. Oui, le pilier microbiologique. C'est vraiment le fondement historique de la santé publique. Il s'agit de traquer les pathogènes, les bactéries, les virus, les parasites. On pense au choléra, ce genre de choses. C'est exactement ça. Le choléra, la typhoïde, c'est la première bataille que la santé publique a gagnée au 19e siècle, tuer ces micro-organismes dans l'eau. Et pour ça, on a utilisé, et on utilise toujours, une arme qui semble un peu paradoxale, non? Le chlore. C'est quand même un produit assez agressif. C'est une très bonne remarque. Et ça nous place au cœur de la notion de balance bénéfice-risque. D'accord. Oui, le chlore, ce n'est pas un dedin. C'est un désinfectant puissant. Mais le risque sanitaire que pose une épidémie de choléra, il est des milliers de fois supérieur au risque posé par les toutes petites doses de chlore qu'on trouve dans l'eau du robinet. Donc le jeu en vaut la chandelle, si on peut dire. Largement, la chloration a sauvé littéralement des centaines de millions de vies. Sur ce pilier-là, la règle est simple. C'est tolérance zéro. C'est non négociable. C'est clair. C'est la base de la pyramide, la sécurité immédiate. Mais alors on passe à la deuxième catégorie, qui elle me semble plus moderne, plus insidieuse, parce que c'est invisible et que les effets, ils se voient sur le très long terme. Je parle des substances chimiques, les nitrates, les métaux lourds comme le plomb, et bien sûr, les pesticides. Là, on change complètement de paradigme. Le risque n'est plus aigu, il devient chronique. C'est-à-dire, boire un verre d'eau avec une trace infime de pesticides ne va pas vous rendre malade demain matin. La question c'est, quel est l'effet de cette exposition répétée jour après jour pendant des dizaines d'années? Et c'est là qu'on retrouve nos fameuses limites maximales. Comment on les fixe, ces limites? J'imagine que ce n'est pas un chiffre sorti d'un chapeau. Les sources parlent d'un équilibre complexe. C'est plus qu'un équilibre, c'est un véritable champ de bataille scientifique et politique. Prenez l'exemple des PFAS, les polluants éternels dont on parle beaucoup. Ouais, pendant des années, la science a tâtonné pour comprendre leur toxicité. D'un côté, les agences de santé disent « attention, par principe de précaution, il faut une limite très très basse ». De l'autre, les industriels ou les opérateurs de l'eau répondent que ces seuils sont irréalistes à atteindre techniquement et financièrement. Donc il y a une tension, en fait, entre ce qui est idéal pour la santé et ce qui est faisable en pratique. Exactement. Et au milieu, le politique doit arbitrer. Donc une norme, c'est un compromis social à un instant T basé sur la science du moment. Pour le plomb, par exemple, la limite a été baissée plusieurs fois. Ah oui. Non pas parce qu'il y en avait plus dans l'eau, mais parce qu'on a mieux compris sa toxicité pour le cerveau, même à des doses infimes. Une norme, ce n'est pas gravé dans le marbre. Ça évolue. C'est fascinant. On ne gère pas la pureté, mais la probabilité d'un risque. Ça change tout. Et ça nous amène au troisième et dernier pilier qui, lui, à première vue, a l'air presque cosmétique. Oui. Les paramètres physiques. On parle de pH, de turbidité, d'odeur, de goût. Franchement, on a l'impression que c'est un peu un détail de chimiste, non? En fait, c'est tout sauf un détail. Ces paramètres, il faut les voir comme des sentinelles. Ce sont les premiers à tirer la sonnette d'alarme. Comment ça? Prenez la turbidité. Une eau trouble, ce n'est pas juste un problème esthétique. Ces petites particules en suspension peuvent servir de bouclier aux bactéries. Ah, d'accord, je vois. Elles se cachent du chlore, en quelque sorte. C'est l'idée. Une désinfection efficace demande une eau parfaitement claire. C'est une condition indispensable. La turbidité n'est pas le danger, mais elle peut le cacher. Voilà. Pour l'odeur et le goût, c'est pareil. Et pour le pH,
Votre question de tout à l'heure, c'est absolument crucial. Ah bon, bah non. Bien. Le pH, c'est l'équilibre acido-basique. Une eau trop acide, par exemple, devient agressive. Elle va littéralement ronger les canalisations. Et en rongeant les tuyaux? Elle va libérer dans l'eau les métaux qui les composent, comme le plomb ou le cuivre. Attendez, donc un mauvais réglage de ce paramètre qui semblait si anodin, le pH, peut provoquer directement une contamination chimique aux métaux lourds. Précisément, tout est lié. La crise sanitaire de Flint aux États-Unis, c'est en partie ça. Un changement d'eau l'a rendue plus corrosive et elle a attaqué les vieilles canalisations en plomb. Les trois piliers sont interdépendants. C'est un écosystème. Là, on comprend mieux la complexité. Mais tout ça, ça concerne les polluants qu'on connaît, qu'on sait mesurer. Or, les sources parlent d'un défi encore plus grand, les pollutions émergentes. De quoi parle-t-on au juste? C'est le nouveau front. Le mot émergent peut vouloir dire deux choses. Soit ce sont des substances qu'on rejette depuis longtemps, mais qu'on ne savait tout simplement pas détecter avant. Grâce au progrès technique. Voilà. Soit ce sont des composés nouveaux dont on commence à peine à soupçonner les effets sur la santé. Et on en trouve dans l'eau du robinet. Donnez-nous des exemples. Les plus connus, ce sont les résidus de médicaments, par exemple. Des traces d'antidouleurs, d'antibiotiques, d'hormones de la pilule contraceptive. Comment ça arrive là? Ça passe à travers notre corps, ça arrive dans les stations d'épuration, qui souvent ne sont pas conçues pour les éliminer, et ça finit dans les rivières où l'on puise l'eau. D'accord. On peut aussi citer les perturbateurs endocriniens, ou bien sûr les microplastiques, dont on commence à peine à mesurer la présence, et dont on ignore presque tout de l'impact. Mais c'est vertigineux. Si on ne connaît pas encore bien leur impact, comment on s'en protège? Les usines de traitement actuelles sont capables de les filtrer? C'est bien là tout le problème. Les filières de traitement classiques sont souvent peu efficaces contre ces molécules. Et il y a une autre question terrible qui se pose, c'est celle de l'effet cocktail. L'effet cocktail. La réglementation actuelle, elle évalue chaque substance séparément. Une limite pour la A, une pour la B. Mais que se passe-t-il dans notre corps quand on est exposé en même temps, même à de très faibles doses, à A, B, C, D et E, pendant des décennies? On imagine que l'addition peut être problématique. On suspecte que ces mélanges peuvent avoir des effets qu'aucune substance n'a toute seule. C'est un casse-tête scientifique et réglementaire qui est immense. Donc si je résume, on a un système qui est très solide pour les menaces, disons, historiques, mais on découvre en parallèle tout un continent de polluants potentiels pour lesquels on navigue un peu à vue. C'est la meilleure formulation possible. La potabilité, ce n'est pas un état de pureté absolue, figé. C'est un contrat de sécurité, un contrat dynamique. Basé sur la science d'aujourd'hui. Exactement. Il garantit que l'eau est sûre par rapport aux menaces qu'on a identifiées et qu'on sait maîtriser. Mais ce n'est pas, et ça ne peut pas être, une assurance tout risque contre les menaces de demain. Ce qui ressort de cette discussion, finalement, c'est que derrière le simple geste d'ouvrir son robinet, il y a une machinerie scientifique, technique, réglementaire, d'une complexité folle. On l'oublie, mais l'eau potable, c'est un produit de haute technologie. Absolument. C'est sans doute l'une des plus grandes victoires de la santé publique du XXe siècle. Ça a fait plus pour l'espérance de vie que beaucoup de découvertes médicales. Et ça nous ramène à la confiance dont on parlait au début. Oui, Cette confiance, elle repose sur l'idée que ce système fonctionne, que les normes sont les bonnes et que les contrôles sont fiables. une confiance qui est donc, pour les risques connus, largement méritée. Mais les sources nous invitent quand même à une certaine vigilance. Une vigilance critique, oui. Elle nous rappelle que cette confiance n'est jamais acquise pour toujours. Elle doit se nourrir de la recherche sur ces nouveaux polluants, de l'adaptation des normes, des investissements. C'est un effort constant. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question pour l'avenir. Si les normes d'aujourd'hui sont basées sur ce qu'on sait détecter et comprendre, la vraie question n'est peut-être plus seulement qu'y a-t-il dans notre eau, mais plutôt quel niveau d'incertitude sommes-nous collectivement prêts à accepter dans notre verre.